Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour l'échiquier international. Le Conseil des droits de l'homme basé à Genève vient d'organiser une conférence internationale sur la décolonisation au Sahara occidental. Le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental qui s'est déroulé le 17 juin à Genève a planché sur une conférence sur l'avenir de la décolonisation et surtout la nécessité de renforcer la diplomatie multilatérale avec la participation de diplomates, de militants et des droits humains et des professeurs universitaires. Peu de temps avant, il faut le préciser, des représentants ou le représentant du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamel Fadden, a lancé un appel urgent à l'autodétermination, un appel destiné surtout à la communauté internationale pour qu'elle honore ses engagements, dit-il. Nouvelle douche en contrepartie, nouvelle douche froide pour le Maroc sur le dossier du Sahara occidental alors que Rabat se targue du soutien de son soi-disant plan d'autonomie de certains pays membres permanents du Conseil de sécurité et de leur soutien. Ce dernier, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, vient de lui porter le coup de grâce et de réaffirmer sans le moindre doute le principe de l'autodétermination comme paramètre fondamental au règlement du conflit du Sahara occidental. Tout de suite, les détails. Pour en parler ce soir, nous recevons El Kantibala, diplomate sahraoui qui est présent ici avec nous, alors que d'habitude on le retrouve beaucoup plus par donc visioconférence. El Kantibala, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci surtout à vous de m'avoir invité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Conseil de sécurité qui vient de trancher, qui vient de réaffirmer la position donc de l'ONU et la position du Conseil de sécurité, à savoir que le seul règlement dans le dossier sahraoui reste le référendum et donc l'autodétermination. Ça donne vraiment un véritable coup de grâce, disons, si vous voulez, à toutes les allégations du Maroc qui se targuaient justement du soutien de certains pays de ce même Conseil de sécurité à son soi-disant plan d'autonomie. Le Maroc sait d'avance que son entreprise coloniale est perdue d'avance. Le Conseil de sécurité ne peut que être conforme aux résolutions d'abord de l'Assemblée générale et ensuite au droit international. Et le comité des 24 ou le comité spécial de décolonisation qui a été institué pour justement le parachèvement de ce processus décolonial a vu un certain nombre de débats où le Maroc a été dénoncé devant ce comité. Il ne fait aucun doute pour les Nations Unies, ni pour ce comité, ni pour les États qui ont intervenu, que ce droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est un droit inaliénable et imprescriptible. Et donc, tôt ou tard, les Nations Unies, le Conseil de sécurité devront appliquer le droit international et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le Maroc le sait parfaitement et c'est ainsi que le droit international est conçu. Le colonialisme est condamné d'avance. La résistance face à l'occupation est tout à fait légale et légitime. Et le peuple sahraoui s'inscrit dans cette mouvance historique et légale et juridique de lutte contre l'occupation étrangère du Sahara occidental, contre le colonialisme et comment dirais-je, en conformité finalement au droit international. Oui. Donc le Conseil de sécurité ne peut que confirmer résolution après résolution ce droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cela dit, Kantibala, finalement, cette décision qui vient d'être prononcée par le Conseil de sécurité lui-même et qui donc contient parmi les 5 pays la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, 3 pays sur lesquels planait un doute justement par rapport à ce plan d'autonomie. Alors, est-ce que cette position ne vient pas finalement, sur le plan politique, juridique, lever tout simplement le doute que peut-être Rabat laissait sciemment planer sur un certain revirement de position? Bon, on sait parfaitement que ces 3 pays, quelque part, tergiversent quant à une solution
du conflit du Sahara occidental issu des résolutions du Conseil de sécurité. C'est ce qui a tardé, quelque part, de mon point de vue, l'application du droit à l'autodétermination et ce qui a également mis en difficulté la MINURSO, qui était censée organiser le référendum au bout d'un an, disons 2 ans de son institution. On en est à plus de 30 ans d'existence de cette MINURSO, et s'il n'y avait pas complicité malheureusement au sein de ce Conseil de sécurité qui rappelle les fondamentaux du droit international et du droit du peuple sahraoui, on aurait depuis très longtemps organisé ce référendum d'autodétermination. Ces 3 pays expriment quelque part, moins la Grande-Bretagne, ce plan dit d'autonomie marocain, mais il continue néanmoins de dire qu'ils soutiennent les efforts de l'ONU, les efforts du secrétaire général, les efforts de son envoyé personnel. Or, qu'est-ce que c'est que les efforts des Nations Unies? Les efforts des Nations Unies visent justement à appliquer le droit international au Sahara occidental. Ils visent à appliquer le droit à l'autodétermination. Je rappelle que ce droit du peuple sahraoui à l'autodétermination n'est pas quelque chose qui sort ex nihilo. C'est le résultat d'un siècle de lutte du peuple sahraoui. Oui. C'est le résultat d'une histoire particulière de ce peuple sahraoui qui avait combattu les intrusions anglaises, hollandaises, portugaises de son territoire et un siècle de lutte contre l'Espagne. Oui. Et tout cela, tout à fait en dehors de toute influence marocaine ou même de tout lien avec le royaume de Fès ou de Marrakech. Donc le peuple sahraoui a façonné son histoire de lui-même, et donc ce droit à l'autodétermination lui a été tout à fait légitimement reconnu par la communauté internationale. Très bien. D'ailleurs, il faut dire que ce fut véritablement, c'est un coup de désillusion pour le Maroc qui croyait déjà son plan a abouti. Le Maroc, depuis son entreprise criminelle d'annexion, d'invasion du Sahara occidental, va de désillusion en désillusion. On lui a mis des brindilles, on l'a poussé, on lui a fait croire qu'il n'avait aucun problème à envahir et à annexer le Sahara occidental. Lui qui, quelques années auparavant, disait que le Sahara occidental ne faisait pas partie de son territoire. Qui reconnaissait donc l'organisation d'élections. Oui. Voilà, soudainement, les autorités marocaines, le régime marocain s'est mis à vouloir annexer le Sahara occidental. Donc, le Maroc n'a essuyé que des échecs successifs depuis 1975. Il pensait que ça allait être une invasion tout à fait simple. Il s'est heurté à une résistance acharnée du peuple sahraoui, à une condamnation de son entreprise coloniale par le Conseil de sécurité déjà dès les premières heures, à travers la résolution 690 de 1975, qui a intimé l'ordre à Hassan II de retirer sa marche sur le territoire, et par la suite une condamnation quasi unanime de l'ensemble des États qui n'ont pas accepté cette annexion. Et nous avons vu comment l'Organisation de l'Unité africaine a reconnu la République sahraoui, comment cette République a participé à la fondation de l'Union africaine, et donc nous constatons également les résolutions successives du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale qui désavouent d'une façon claire le Maroc sur ce conflit. Très bien, Kantibala, ce qui nous amène à dire un petit peu, à revenir sur la conférence du 17 juin qui s'est déroulée à Genève, la conférence de solidarité, donc qui s'est tenue en marge du 59e, la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui, elle, est revenue sur plusieurs principes concernant justement, si vous voulez, la solution par rapport à la question du Sahara occidental. Et ils sont revenus également sur le fait que les participants donc de cette réunion, sur le fait que
la prise de position de certains pays, de manière unilatérale, constituait réellement, si vous voulez, un danger dans cette prise de position. Et bien sûr, on sait très bien qui sont ces pays qui ont pris, bien sûr, des positions unilatérales, alors que la question du Sahara occidental rentre dans un cadre multilatéral. Oui, tout à fait. Certains pays au passé colonial avéré, néocolonial confirmé, ont tendance à vouloir soutenir la colonisation marocaine du Sahara occidental. Oui. Chose qui, évidemment, a souvent été, dont l'illégalité a souvent été rappelée par un ensemble de pays. On ne peut pas être un membre permanent du Conseil de sécurité ou tout simplement un État-nation tout court et accepter le colonialisme ou soutenir le colonialisme ou même faire l'apologie du colonialisme. Car ce faisant, on fait l'apologie d'un crime abject, oui. Un crime honni, un crime rejeté, un crime dont a souffert énormément de peuples et de pays et que l'on a cru vouloir enterrer à tout jamais à travers un ensemble de mécanismes et de doctrines onusiennes pour ne plus jamais en revenir à une telle situation tragique et criminelle. Donc, cette conférence-là, dont vous faites allusion, s'inscrit dans ce cadre d'information sur le cas du Sahara occidental et pour rappeler un certain nombre de principes fondamentaux sans lesquels il n'y a pas de coexistence pacifique entre les nations. Tout cela a été inscrit dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité. On ne peut pas, comme ça, annexer par la force des territoires qui n'appartiennent pas à la souveraineté nationale d'un pays. On ne peut pas envahir et annexer dans l'espoir de légitimer une telle annexion, une telle invasion. Donc l'entreprise marocaine est vouée à l'échec total, tôt ou tard. Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que finalement, cette conférence de solidarité qui est en marge de la 59e session du Conseil des droits de l'homme a invité tous les membres à respecter le droit international dans la résolution du conflit, justement, et souligné, ils ont peut-être mis en exergue le danger, justement, des positions prises en dehors du cadre multilatéral, c'est-à-dire aller vers, si vous voulez, une bénédiction d'un plan qui n'est pas en lui-même reconnu ni par les Nations Unies ni par le Conseil de sécurité lui-même. Oui, tout à fait. On est dans le paradoxe, quelque part. Écoutez, j'ai relevé tout à l'heure le passé colonial, le présent néocolonial d'un certain pays qui sont borderline concernant la légitimité et la légalité internationale. Ce que, par exemple, fait la France ou l'Espagne, ce n'est pas tout à fait compris par les autres nations. D'autant plus que l'Espagne est une ancienne puissance administrante. Une ancienne puissance coloniale, une actuelle puissance administrante, et les autres nations ne comprennent pas ce revirement. Absolument. Et en plus, ne comprennent pas la politique de double standard. On ne peut pas, par exemple, condamner l'invasion, l'annexion dans telle ou telle partie du monde et la soutenir par ailleurs au Sahara occidental. Oui. Les affaires du monde ne peuvent pas fonctionner ainsi. Oui. Finalement, je crois que cette politique du double standard est érigée carrément en loi en ce moment, d'autant plus que lorsqu'on voit par exemple l'antitétionniste qui passe outre le droit international et qui reste dans l'impunité. On sait très bien que dernièrement, Rabat s'inspire fortement de cette puissance coloniale qu'est l'antitétionniste. Et c'est la meilleure voie vers les guerres, vers la désolation, vers le désespoir, vers les morts inutiles. Et la voie qui est celle du peuple sahraoui, c'est la voie de la légalité internationale. C'est la voie du droit international. Ce que commet le Maroc au Sahara occidental ne peut pas être soutenu ni accepté. Oui. De même que ce qui se passe en Palestine occupée. Donc il n'y a pas vraiment moyen
pour résoudre ces conflits en dehors du droit international. Ce que nous rappelons, nous, Sahraouis, à travers notre résistance à l'ensemble de la communauté internationale, à l'ensemble des États. On ne peut pas vivre dans un monde où les uns pensaient légitime, légal, d'occuper ceux qui sont plus faibles qu'eux, ou s'accaparer de leurs richesses. La loi du plus fort. La loi du plus fort, la loi de la jungle, c'est ce qui nous a valu la Première Guerre mondiale, c'est ce qui nous a valu la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui nous a valu le colonialisme. Ouais. Et il est temps de ne pas rééditer ces drames Les mêmes humains erreurs du passé. et les mêmes erreurs du passé, tout à fait. Je veux juste rappeler la déclaration de Habib Bouchraya qui disait que la conférence était donc dans le contexte de campagne trompeuse. Elle est là pour un petit peu, si vous voulez, lever le voile et la lumière et faire la lumière des campagnes qui sont au pluriel, bien sûr, trompeuses de l'occupant marocain et de ses tentatives d'influencer le statut juridique du Sahara occidental ainsi que la nature de la lutte légitime du peuple sahraoui. Justement, depuis quand même plus d'une décennie quand même ou plus, le Maroc tente par tous les moyens justement de biaiser ce statut juridique et légitime du Sahara occidental. Oui, tout à fait, c'est son obsession. Et il veut que son entreprise coloniale du Sahara occidental se déroule à huis clos, que son assassinat du peuple sahraoui se déroule à huis clos sans témoin. Et c'est la raison pour laquelle s'est déroulée cette conférence, pour lever le voile justement sur ce qui se passe au Sahara occidental. C'est aussi la raison pour laquelle un bon nombre de rapporteurs des Nations Unies ont manifesté le rejet de ce blackout que impose le Maroc au Sahara occidental. Cette conférence vient également en concomitance avec l'anniversaire de l'intifada historique de Zemla en 1970. Quand le peuple sahraoui se soulevait contre la dictature atroce de Franco en 1970, il n'y avait pas le régime marocain pour les soutenir. Il était inexistant. Il était inexistant et il pensait que cela ne le concernait pas du tout et que c'est très très lointain. Les Sahraouis ont résisté face au régime franquiste les mains nues. Et il y a eu des victimes. Oui. Et c'est cette manifestation, c'est ce soulèvement que nous commémorons aujourd'hui le 17 juin. Et c'est commémoré dans les territoires libérés, dans les campements de réfugiés, mais aussi dans un certain nombre de représentations diplomatiques, y compris à Genève, et même dans les territoires occupés. Il y a eu des manifestations contre l'occupation marocaine ces jours-ci, et pour commémorer justement cet événement historique. Eh bien justement, il y a quand même plusieurs dénonciations, n'est-ce pas, et donc plusieurs infractions également qui ont été soulignées lors de cette conférence de solidarité avec le peuple sahraoui qui s'inscrit en marge de la 59e session du Conseil des droits de l'homme. On parle des tentatives qui ont échoué, bien sûr, lamentablement, à porter atteinte à la légitimité de la lutte du peuple sahraoui aujourd'hui, et surtout qui consiste à chaque fois à impliquer des parties de manière, si vous voulez, en dehors de la logique multilatérale, dont ce fameux plan que le Maroc veut absolument faire, si vous voulez, veut absolument imposer. Oui, tout à fait. Pour contrecarrer l'autodétermination. Oui, c'est la stratégie du Maroc, c'est impliquer certains pays, c'est aussi impliquer le capital international à travers un certain nombre de contrats avec certaines entreprises et sociétés internationales. Je rappelle que ces implications de sociétés est tout à fait illégale du point de vue juridique avant le point de vue moral, car la Cour de justice de l'Union européenne nous a donné définitivement raison le 4 octobre dernier, en annulant un accord international entre l'Union européenne, 2 accords même, et le Maroc, parce que tout simplement, le Maroc et l'Union européenne tentaient de les appliquer au Sahara occidental. La Cour avait dit que le Sahara occidental, n'étant pas
partie de la souveraineté marocaine, l'accord ne peut donc être valide. Donc, ces tentatives désespérées du Maroc d'impliquer des entités économiques ou étatiques dans son entreprise coloniale seront vouées à l'échec inévitablement. Et j'en veux pour preuve ce que je viens de dire à propos de la Cour internationale de justice, déjà en 1975, la Cour de justice de l'Union européenne l'année dernière, et aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a qualifié la présence marocaine au Sahara occidental comme une présence coloniale et donc illégale, et a condamné ce fait accompli effectivement. Eh bien justement, à ce propos, parce que là, le représentant du Front Polisario donc en Australie et en Nouvelle-Zélande vient d'appeler justement à l'organisation d'un référendum de manière la plus urgente et a appelé les pays de la communauté internationale à honorer leurs engagements, parce qu'il faut dire que c'est un engagement qui a été pris par toute la communauté internationale conformément au droit international et à la charte de l'ONU. Le problème, c'est que ce qui est bien, c'est que justement Kamel Fadel a souligné justement l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, la CIJ de 1975, qui n'était en aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental. Ça veut dire que ce sont deux terrains ou deux territoires complètement distincts. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien n'a changé, à mon avis. Pour qu'il y ait autant de propagande du côté marocain. Alors, le Maroc tente par la propagande de régler son affaire, si j'ose dire. Mais ce n'est pas par la propagande qui va le régler. L'affaire se joue sur le plan du droit. Et le droit international est tout à fait clair. Et Kamel Fadel a tout à fait raison de souligner ce fait. La Cour internationale de justice nous a donné raison en 1975 lorsqu'elle a affirmé sans ambages qu'il n'y a aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Et que par conséquent, elle conseille, parce que c'est un avis consultatif, elle conseillait les Nations Unies d'appliquer le droit à l'autodétermination. Tout de suite après cet avis consultatif, le roi du Maroc a menti devant l'opinion, devant le monde entier, en disant que la CIJ lui a donné raison. Oui. Et il s'est mis à envahir militairement le Sahara occidental et à y commettre des crimes atroces, parmi lesquels des assassinats, des disparitions forcées, des tortures, des enlèvements, des emprisonnements. On a jeté des civils depuis des hélicoptères, on avait assassiné des innocents, des femmes, des enfants, des pratiques coloniales, de la terre brûlée. Et d'ailleurs, Hassan II ne s'en est pas caché dans ses déclarations officielles, les premières heures de la colonisation, de l'invasion. Tuez-les tous, hein. En gros, tuez-les tous. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Tuez-les tous. Oui, J'ai encore en souvenir qui résonne en moi la déclaration de Hassan II devant un journaliste d'Associated Press, à qui il disait « Nous n'en ferons une bouchée ». Et l'expression était en anglais « We will eat them », en parlant des Sahraouis. C'était ça le programme de Hassan II. Une tournée de 24 heures, disait-il. Si vous rencontrez les Espagnols, accueillez-les chaleureusement, et si vous rencontrez les autres, tuez-les. C'était ça. Une entreprise génocidaire. Assumée, décomplexée. Tout à fait. Merci El Kantibala. Je veux juste préciser que justement par rapport à la Cour internationale de justice qui donc a vraiment tranché là-dessus et qui dit qu'il n'y a aucune légitimité juridique donc sur ce territoire sahraoui du Maroc. Une quelconque légitimité n'existe pas. Bien que donc comme le temps nous prend de court, je vous remercie beaucoup El Kanti pour toutes ces explications et bien sûr cet éclairage. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes diplomate sahraoui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Au revoir.